Salut Booktube! Je reviens vers vous pour la deuxième partie de ma vidéo des dernières lectures de décembre. Et du coup, pour cette vidéo, je vais aller sur tout ce qui n'est pas de la fantasy, donc du contemporain en grande majorité, et aussi un livre de fiction historique par lequel je vais d'ailleurs commencer. Mais comme je vous l'ai dit, avec Montreuil, j'avais beaucoup de petits livres que j'avais extrêmement envie de lire parce que les auteurs et les autrices m'avaient énormément motivée à les lire, et j'avais des livres aussi dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, et notamment une romance de Noël que je voulais lire pendant la période de Noël. C'était l'occasion. Et du coup j'ai pas mal enchaîné les contemporains. C'est des livres assez courts pour lesquels j'ai pas forcément énormément de choses à dire, mais je voulais quand même vous en parler puisqu'il y avait des très bonnes lectures. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Au tout début du mois, j'ai lu un livre que je devais lire depuis extrêmement longtemps, qui est un livre de fiction historique que j'avais entendu partout, qui est une saga familiale dressée sur des générations, sur l'immigration coréenne au Japon et tout le ressentiment, toute la difficulté que cela peut entraîner et toute la xénophobie des Japonais. J'ai adoré ce roman que j'ai trouvé très juste, très bien écrit, dans une réalité historique mais pas que. Et ce roman, il s'agit de Pachinko de Min Jin Lee, qui a été traduit aux éditions Charleston par Laura Bourgeois. Dans ce texte, donc comme j'ai dit, on va suivre une jeune fille coréenne et sa famille sur des générations, donc on va faire 3 générations, alors qu'elle va devoir émigrer au Japon et dans la préfecture d'Osaka avant la Deuxième Guerre mondiale, et donc on va suivre toute la fin du XXe siècle aux côtés de cette famille absolument incroyable pour voir un petit peu les conséquences de cette émigration au Japon, la vision assez mauvaise on va dire des Coréens par les Japonais, et même après plusieurs générations, les ressentiments qui restent, toute la xénophobie de la société japonaise, avec tout un ancrage historique que je trouve très bien fait, très bien amené, avec évidemment tout le côté culturel de la Deuxième Guerre mondiale, avec le côté plus japonais qu'on n'a pas forcément nous l'habitude de voir, avec la propagande japonaise sur les guerres sino-japonaises notamment, ce qui est très drôle quand on a lu La guerre du pavot. Et aussi des moments qu'on va voir venir parce que par exemple quand il parle de Nagasaki, on sait très bien ce qui va se passer. Donc voilà, c'est vraiment ancré dans une réalité avec des coutumes, des mœurs qu'on n'a pas du tout l'habitude, qui nous sont pas du tout familiers. Il y a énormément de choses qui m'ont beaucoup surpris sur le mode de vie, sur la difficulté, sur la famine, sur la pauvreté qu'il pouvait y avoir dans ces pays-là, et au Japon encore plus pour les Coréens. Et on va suivre énormément de personnages différents puisque comme je l'ai dit, ça va être une histoire plurigénérationnelle avec des femmes, des hommes, tous incroyables et tous hyper riches je trouve, qui sont très bien décrits, très bien amenés. C'est un récit qui peut paraître un petit peu froid, un petit peu distant à première vue, mais on va comprendre vraiment les motivations, les choix, les décisions de chacun des protagonistes. On va les comprendre, parfois on ne les acceptera pas forcément, on ne sera pas forcément d'accord, mais on peut toujours les comprendre et on voit d'où ces choix viennent. Et ce que j'ai trouvé vraiment impressionnant dans ce texte, c'est qu'on voit que n'importe quel choix est la résultante de tout ce qui s'est passé avant, et un choix va avoir énormément de conséquences derrière qu'on ne peut pas trop contrôler. On voit comment les choses, après une décision qui peut paraître anodine, peuvent s'emballer et liées à des événements qui paraissent démesurés après. C'est un peu le battement d'aile du papillon qui va déclencher une tornade à l'autre bout du monde, et on voit vraiment d'où les personnages viennent. Donc en fait tout ça nous paraît très logique, nous paraît dans une continuité absolument parfaite, et pourtant ça pourrait paraître démesuré et invraisemblable, mais ce n'est jamais le cas. Et le fait d'aller sur plusieurs générations, sur plusieurs modes de vie, on peut voir tellement de vies différentes, tellement de façons de vivre différentes. On va avoir la femme au foyer qui va s'occuper de la famille, la femme qui travaille pour amener de l'argent dans sa famille, l'homme sexiste, macho et l'homme très gentil, l'enfant qui est très studieux, qui adore apprendre, adore travailler, un autre qui va être hyper ambitieux, un autre qui va vouloir juste mener sa petite vie dans un travail manuel parce qu'il veut pas aller à l'école, etc. Donc ça nous fait voir énormément de choses différentes auxquelles on s'attend pas forcément et qui sont très bien amenées, qui sont juste parfaites je trouve. Et évidemment là-dessus, il y a plusieurs messages, plusieurs questions qui viennent s'ajouter. Donc comme je l'ai dit, la xénophobie japonaise, mais aussi la place de la femme dans une famille en Corée, au Japon,
puisque ce sont des sociétés très traditionnelles et en plus avant la Deuxième Guerre mondiale c'était quand même très difficile pour une femme de travailler et pour un homme d'accepter que la femme travaille. Il y a toute la question des traditions, qu'est-ce qu'on garde des traditions, qu'est-ce qu'on enlève des traditions, comment on fait évoluer nos mentalités, nos sociétés, etc. Et c'est vraiment ça qu'on voit petit à petit au fil du texte, au fil des générations, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Si vous êtes intéressé par cette culture, la culture japonaise, coréenne, que vous voulez voir un petit peu plus la vie que pouvaient avoir ces personnes dans un réalisme qui est assez impressionnant, je vous encourage vivement à découvrir ce livre parce que c'est vraiment très réaliste, très bien fait, très bien amené et vous allez ressentir énormément d'émotions. J'ai beaucoup apprécié. Je lui ai mis la note de 4 sur 5, donc je vous le recommande énormément. Et d'ailleurs, j'ai appris récemment, je ne l'ai pas vu, mais j'ai appris récemment qu'il y avait une adaptation sur Apple TV qu'il faudra que je regarde. Donc ensuite, j'ai enchaîné, donc juste après Montreuil, avec mon premier livre qui a été motivé par ce salon du livre. Il s'agit de Un été avec Albert de Marie Pavlenko. Donc je vous parle assez régulièrement de Marie Pavlenko puisque j'adore ses écrits et celui-ci, même si c'est probablement celui que j'ai le moins apprécié de l'autrice, est quand même très agréable. C'était une très bonne lecture. Avec un résumé tout simple, on va suivre une jeune adolescente qui, au lieu de passer son été post-bac avec ses amis en vacances à la plage, va se retrouver à aller chez sa grand-mère qui est veuve depuis peu, seule en plein milieu des Pyrénées, sans réseau, sans rien. Et donc on va voir un petit peu ses vacances dans cet endroit. C'est un tout petit livre, il fait même pas 200 pages, ça se lit vraiment d'une traite. Je pense que ça se lit en 1 ou 2 heures maximum. Et c'est pas forcément ce que j'en attendais, c'est un mélange de plusieurs genres puisqu'il y a une part un petit peu fantastique, fantasmagorique, mais en même temps une part d'enquête et en même temps c'est plus un récit contemporain. Donc voilà, c'est un petit peu un mélange bizarre mais qui se fait finalement assez bien tout au long du récit. Mais pour moi, les deux gros points positifs, c'est tout d'abord la protagoniste puisque je vous ai dit que c'était une adolescente qui se retrouvait en fin fond des Pyrénées avec sa grand-mère et donc on pourrait imaginer l'ado relou qui n'arrête pas de se plaindre, qui est toujours dans l'excès, mais ce n'est pas du tout le cas. Je trouve que c'est une adolescente très réaliste, c'est-à-dire qu'elle aime beaucoup sa grand-mère, elle sait que c'est important pour elle de passer du temps ensemble, elle est contente d'être là pour sa grand-mère, mais elle dit que quand même ça fait chier qu'il n'y ait pas de réseau et qu'elle puisse pas communiquer avec ses amis, mais en même temps elle va profiter de toutes les activités, etc. Donc on est vraiment sur un juste milieu, elle voit le positif, elle voit le négatif, et elle est pas du tout dans l'excès. Je l'aime, hein, ma mamie, je l'adore même, mais faut avouer, dans le classement international des vacances de folie furieuse, elle se situe assez loin derrière le camping entre potes et les amours de vacances au bord de l'océan. Mais le gros point positif, donc le deuxième gros point positif, c'est évidemment la plume de Marie Pavlenko, puisque c'est ce qui fait que pour moi, ces livres font toujours mouche. C'est une plume qui est à la fois drôle, incisive, réaliste, poétique et magique. Et vraiment, elle arrive à tout mêler. On va passer du rire aux larmes sans problème. Peut-être pas dans celui-là, mais dans ses autres livres. Il y a des moments où j'étais en train de pleurer et je rigolais tellement. Il y a des phrases qui sont juste drôles. Et vraiment, elle a ce talent pour verser les pensées d'adolescents de façon tellement belle, tellement juste. Vraiment, c'est tout en subtilité. C'est toujours des choses qui vont nous surprendre, des façons d'être, des façons de parler qui vont nous surprendre. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et d'arriver à mêler autant de sentiments et autant de différences subtiles dans sa prose, c'est vraiment quelque chose que je trouve admirable. Dans les Pyrénées, les chamois sont appelés les isards. En réalité, ils ne sont pas tout à fait identiques, mais attention, scoop, je n'ai pas l'intention d'écrire une thèse sur les caprins, donc jetons un voile pudique sur leurs modestes différences. Le silence s'immisce partout. Je ne sais pas comment fait mamie pour ne pas être en larmes toute la journée. Peut-être qu'elle n'en a plus, des larmes. Peut-être que mamie s'accoutume au silence. Elle ne l'entend plus. Peut-être qu'il tisse un filet insidieux autour d'elle et l'étouffe. À moi, il creuse la poitrine à coups de pioche. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et je lui mets la note de 4 sur 5. Comme j'étais dans le mood pour les contemporains et que je voulais un petit peu de choses sur la santé mentale que je n'avais pas forcément eu, contrairement à d'autres romans de Marie Pavlenko, je me suis tournée vers une saga familière que j'avais déjà beaucoup aimée et j'ai repris Sauveur et Fils avec le 3e tome. C'est une saga de Marie-Aude Murail qui est publiée chez l'École des loisirs où on va suivre le personnage de Sauveur et sa famille et notamment son fils, comme l'indique
le titre. Et Sauveur est un psychologue clinicien avec son cabinet qui est juste à côté de son appartement et donc on va suivre un petit peu la vie de Sauveur, ses patients et aussi avec son fils et ses relations à lui. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, je trouvais que c'était très intéressant, qu'il y avait beaucoup de sujets très importants qui étaient abordés, des sujets de santé mentale qui étaient essentiels. Mais dans ce tome 3, j'ai été extrêmement déçue puisque on va vraiment beaucoup plus se tourner vers la vie de Sauveur et c'est pas forcément ce qui m'avait paru le plus mémorable dans les premiers tomes. Et en fait, on perd aussi un petit peu de la nouveauté puisqu'on va retrouver des mêmes patients, donc avec des problématiques qui évoluent assez peu, puisque quand on a beaucoup de personnages, comme ça peut être le cas dans ces livres, et bien en fait on n'avance pas beaucoup sur chacun des personnages, et donc une fois la nouveauté passée, finalement les personnages progressent assez peu dans leur thérapie, on voit pas vraiment l'évolution. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu un entre-deux assez gênant, et la vie de Sauveur, en fait, moi je m'en fiche un petit peu. Malheureusement, j'arrive pas trop à connecter avec sa vie personnelle, avec sa famille, ses enfants, ses relations, etc. J'ai un petit peu de mal à m'attacher à tout ce petit monde. Donc voilà, j'ai passé un bon moment sans plus, c'est vraiment pas quelque chose qui va me rester en mémoire, je préfère garder en souvenir les 2 premiers tomes. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je pense que je vais m'arrêter là pour cette saga. Ensuite, toujours après Montreuil, j'ai continué avec Animal de Cécile Alix, qui est un texte qui me tentait depuis très longtemps vu la couverture et le titre. Et j'ai rencontré la très gentille Cécile Alix à Montreuil qui m'a donné envie de dévorer son livre tout de suite. Et vraiment, je suis extrêmement contente de l'avoir fait, puisque c'est un texte qui est très important je trouve et qui est très bien fait. On va suivre un migrant de 15 ans qui doit quitter son pays en guerre et veut rejoindre la France, donc on va suivre son périple pour aller jusqu'à Paris. J'ai extrêmement aimé la première partie surtout, puisque c'est quand même extrêmement dur, on voit toutes les horreurs que le personnage doit subir. On voit à quel point il perd toute son humanité, on le déshumanise à outrance, il devient vraiment comme un animal blessé en fuite qui a peur de tout, qui va tout fuir, qui ne va plus faire confiance en rien, et c'est vraiment énormément de souffrance, énormément de difficultés. Et j'ai trouvé qu'une fois qu'il arrivait en Europe et notamment en France, ça devenait un petit peu plus facile, presque peut-être trop, et il est extrêmement aidé par beaucoup de gens. Et même si bon, c'est pas extrêmement facile pour lui, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est un décalage par rapport à la première partie qui est très dur et que j'ai trouvé vraiment incroyable. Et en fait, du coup, j'ai été presque déçue de la simplicité de la deuxième partie. Après, je tiens à mesurer les choses. Cécile Alix a probablement fait le choix de ça, peut-être pour le public cible, peut-être parce que pour certains, ça se passe vraiment comme ça, et j'espère que ces personnes-là ont l'aide qu'elles méritent. Et peut-être aussi que c'est moi qui suis trop pessimiste, c'est possible aussi. Mais voilà, j'ai été un petit peu déstabilisée par cette deuxième partie. Mais la fin replaçait totalement bien les choses et j'ai trouvé la fin très bien. J'ai hésité un petit moment pour savoir quelle note lui donner, mais ce qui m'a vraiment décidé, c'est la plume de l'autrice, parce que c'est vraiment ça qui fait que ce texte est unique à mon sens, et on découvre une plume d'une poésie sublime qui est tout à fait juste, qui, plus la situation est horrible, va être belle et qui va nous montrer la beauté autour. Et au fil du temps, les moments où finalement le protagoniste se retrouve le plus déshumanisé, le plus dans l'horreur, et bien c'est là où le reste va devenir de plus en plus beau, c'est là où ça va devenir magnifique. Et c'est vraiment une plume, encore une fois, très poétique, très belle et très douce pour des sujets horribles, et pourtant ça fonctionne extrêmement bien. Et je vous encourage tous et toutes à découvrir ce livre parce que vraiment il se lit d'un coup, c'est très rapide à lire, mais vraiment j'ai été bluffée par cette plume, par cette prose et par cette histoire. Je m'abandonne. Ma digue se rompt et toute l'eau emprisonnée derrière mes yeux se répand dans les flots bleus. Si vous avez aimé cette citation, il y en a plein d'autres aussi magnifiques que celle-là. Et donc si ça vous intéresse, lisez-le, je lui ai mis la note de 4 sur 5, il est incroyable, allez-y. En parallèle de tout ça, tout au long du mois, j'ai avancé un livre audio
qui était un texte de Blanche, donc je lis pas trop de Blanche, mais c'est un texte qui m'a été recommandé par ma mère et qui a été une grosse déception pour plusieurs raisons. Si vous aimez le genre, c'est quelque chose qui veut vous plaire, mais j'imagine que si vous lisez pas mal de littérature blanche, vous en avez entendu parler puisqu'il s'agit d'un livre très connu, il s'agit de Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Et dans cette histoire, on va suivre Émile qui a eu un diagnostic de maladie d'Alzheimer précoce et qui donc se retrouve condamné à devenir dément et à décéder assez tôt. Et donc il va décider de tout plaquer et partir en camping-car, et pour ça il laisse un message sur le bon coin pour trouver un compagnon de voyage, et il va tomber sur Joanne, une jeune femme assez mystérieuse dont il ne sait évidemment rien et qui va elle aussi tout plaquer pour partir avec lui, et on va apprendre un petit peu à les découvrir et à voir leur évolution. C'est un livre avec un pitch et une narration qui sont assez classiques pour de la Blanche, où un personnage décide de tout plaquer, de refaire sa vie, va découvrir le sens de sa vie, la beauté du monde qui l'entoure, la simplicité du moment présent, etc. Bon, ça, il y en a pas mal qui parlent de tous ces sujets. C'est un rythme qui est très lent pour un livre qui est assez long, il fait plus de 650 pages je crois. C'est un livre qui prend son temps, moi c'est quelque chose que j'ai apprécié, je sais que ça a dérangé certains, moi pas du tout. C'est un livre, quand on va dedans, on sait qu'il est contemplatif et il l'est. Ça n'a jamais été un problème pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a dérangé, j'ai au contraire plutôt aimé la façon dont c'était réalisé, le côté simplicité des petites choses de la vie, le bonheur finalement d'être là, d'être dans le moment présent, j'ai plutôt bien aimé, même si c'était assez classique. Les personnages étaient plutôt bien amenés, j'ai trouvé que le personnage d'Émile était assez lambda pour un homme blanc de la trentaine quoi, c'est un peu, des fois un peu un gros lourd, qui a pas trop conscience de la vie autour de lui, qui sort d'une relation amoureuse avec une connasse absolue, mais bon voilà. Mais voilà, c'était un personnage assez classique, qui était plutôt appréciable, que je n'ai pas détesté, mais que je n'ai pas adoré non plus. J'ai plutôt plus aimé Joanne et le mystère un petit peu qui l'entoure, parce qu'en effet on sent qu'elle a été brisée par quelque chose, mais on ne sait pas vraiment quoi. On va avoir des indices petit à petit, le temps que tout ça se mette en place. Quelque chose qui m'a un petit peu dérangée, c'est le message lié à l'interaction avec Joanne, qui est le fait de prôner les médecines alternatives, le traitement par les plantes, le côté New Age, etc. Bon ça, je trouve que c'était pas forcément nécessaire, surtout vu le public cible, que c'est un petit peu problématique ce genre de choses à discuter et d'en discuter de cette façon-là. Mais ce n'est pas le centre du récit, c'est juste un truc comme ça. Et maintenant on va en venir à ce qui m'a vraiment dérangée dans ce livre. Et tout d'abord c'est l'évolution notamment de la relation, et il y a de plus en plus de clichés. Plus on avance dans le livre, plus ça va être cliché, plus on va arriver sur des trucs qui m'ont vraiment un petit peu saoulée. Je ne vais rien dire pour ne pas spoiler évidemment, mais dans l'histoire il y a de plus en plus de trucs qui deviennent un petit peu attendus et dommages quand ils se produisent finalement. Mais quelque chose qui m'a gênée, ce sont les soucis de narration et des erreurs, à mon sens, de narration, puisqu'il s'agit de changements de paradigme narratif à certains moments quand il faut pour avancer dans l'histoire, et ça n'a aucun but à part faire avancer l'histoire, aucune logique. Et par exemple, à partir des 2/3 du livre à peu près, on a des changements de point de vue à certains moments. Pendant un chapitre, on va être du point de vue de Joanne, ça apparaît 2 ou 3 fois à des moments où l'histoire le demande pour qu'on puisse avancer de la manière la plus simple, sachant que tout le reste du livre est du point de vue d'Émile. Mais ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Pendant tout un livre, on ne peut pas avoir un point de vue qui est fait de façon constante, de façon logique et stable, et de temps en temps changer juste parce que ça arrange l'histoire et ça arrange la progression de l'histoire, parce qu'on n'a pas réussi à trouver d'autres moyens de le faire. Ce n'est pas possible, c'est une erreur narrative qui, pour un livre qui a autant marché, est assez grave, dans une maison d'édition pareille encore plus. Et il y a la même chose pour les flashbacks, puisque encore une fois, aux 2/3 à peu près du livre, on commence à avoir des flashbacks de façon aléatoire, comme ça. En fait, à partir du moment où on a une révélation bien précise, et ben on va avoir des flashbacks qui vont se mettre là, qui vont venir dans le récit, mais on n'aurait pas pu les avoir avant parce que sinon ça allait gâcher la révélation. Mais en fait ça se passe pas comme ça, soit dans tout le récit il y a des flashbacks de temps en temps et on avance comme ça, soit il y en a tout simplement pas. On peut pas faire ce qu'on veut avec une structure narrative, avec un schéma narratif. Ce sont des erreurs de narration, ce sont des défauts d'écriture, et ça ne peut pas être, à mon sens, vu autrement que des erreurs. Écrire une histoire ne fonctionne pas comme ça, on ne peut pas changer le paradigme complet
une structure narrative à un certain moment de l'histoire parce que ça nous arrange. Et je ne comprends pas que ça n'ait pas été plus décrié par les éditeurs, par la correction éditoriale, et encore plus, là où je ne comprends pas, et je ne comprends pas qu'il y ait eu plus de recherches, c'est pour la maladie, soi-disant d'Alzheimer, d'Émile, puisque, donc je l'ai dit dans le résumé, Émile est atteint d'une maladie d'Alzheimer précoce, sauf qu'il n'a aucun symptôme de la maladie d'Alzheimer. Il n'a rien d'une maladie d'Alzheimer, les seuls symptômes qu'il a, ce sont des blackouts occasionnels où en fait il va oublier 5 ans de sa vie d'un coup comme ça, et après tout va lui revenir. Mais en fait, ce n'est pas ça une maladie d'Alzheimer, c'est des oublis à mesure, sachant que Émile dit oublier, mais en fait quand on le voit, il se souvient de tout, ce qu'on lui dit, des moindres détails et tout ça, donc oublier, on voit pas trop où. Et en fait, il n'a aucun des symptômes cardinaux de la maladie, il n'a pas l'évolution de la maladie, en fait il n'a rien qui suffirait au diagnostic d'une maladie d'Alzheimer, donc ce n'est pas possible. Donc en fait moi j'ai deux possibilités. Quand je vois ça, c'est soit l'autrice ne s'est pas du tout renseignée et donc elle fait un postulat de base sur une maladie sans du tout se renseigner sur les symptômes, ce qui est assez inquiétant, encore une fois pour un livre d'une telle ampleur. Soit, deuxième hypothèse, elle connaît les symptômes, elle sait ce que ça donne, elle s'est renseignée, mais elle a choisi, puisque ça n'arrangeait pas son histoire, de les ignorer. Et donc ça, c'est encore un plus gros problème. Je ne sais pas lequel est le plus gros problème, mais en tout cas, ce n'est pas une histoire crédible. On a beau dire que c'est soi-disant dans le monde réel, c'est tout autant de la fantaisie que Harry Potter, puisque on parle d'une fausse maladie qui n'existe pas en donnant le nom d'une vraie maladie. Je caricature un petit peu, mais vous voyez l'idée. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a sorti de l'histoire, que objectivement ce n'est pas un bon livre. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir aimé ce livre, puisque parfois on aime des livres qui sont objectivement pas très bons, il n'y a aucun souci. Moi je ne l'ai pas apprécié et j'ai été très gênée par ses défauts et je lui ai mis la note de 2 sur 5. Et enfin, donc pour finir l'année, j'avais ma romance de Noël de l'année à lire que j'avais mis dans mon Cold Winter Challenge et je voulais la lire donc aux alentours de Noël parce que c'est quand même le meilleur moment et il s'agit du Contrat de Noël de Sarah Fay qui est paru aux éditions Lasca, qui est une petite romance de Noël sans prétention, pas prise de tête, qui fonctionne plutôt très bien et que j'ai finalement plutôt apprécié. Dans ce texte, on va suivre Judy qui est à la tête d'une assez grande entreprise, assez prestigieuse et qui pour Noël doit se trouver quelqu'un pour redonner le sourire à sa mère et donc elle doit se trouver un faux petit ami puisqu'ils se le sont promis avec son frère jumeau l'année d'avant. Sauf qu'elle n'a personne et donc elle va se retrouver contrainte de faire un contrat avec Mathias, un de ses employés qui lui aussi est seul pour Noël. Et donc ils vont devoir prétendre être en couple et donc vous savez comment ce genre de choses va évoluer. Vous vous en doutez bien, c'est une romance de Noël. C'est un mélange de fake dating et Enemies to Lovers et j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt très bien. J'ai beaucoup aimé les personnages, notamment le personnage de Judy parce que c'est bien d'avoir une patronne, une femme en position de pouvoir qui ne s'en excuse jamais, qui n'a pas à s'en excuser et qui est plutôt fière de là où elle est arrivée. Donc ça, je trouve ça très cool et c'est assez rare dans les romances parce que on a encore des trucs un petit peu sexistes et misogynes qui restent dans les romances, je trouve. Mais je l'ai trouvée très intéressante. En plus, les personnages réfléchissent beaucoup et du coup, ils trouvent aussi ça assez paradoxal, tout ce qu'on peut avoir de surfait dans les romances, tout ce qui est un peu ridicule dans les romances. Il y a des discussions autour de ça, donc ça, j'ai trouvé ça assez cool. La relation marche plutôt bien. On sent bien la tension, on a envie qu'ils se mettent ensemble et ça fonctionne assez bien, honnêtement. J'ai plutôt très bien aimé, je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. Si vous cherchez une petite romance, pas prise de tête du tout, qui passe bien et qui vous fera passer un très bon moment de lecture, n'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de mes dernières lectures de décembre, hormis Babel, pour lequel la vidéo va paraître très prochainement. Donc ce sera évidemment la prochaine vidéo que je vous ferai sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour la voir si ça vous intéresse, puisque c'est un de mes livres préférés de l'année. J'en ai un petit peu parlé dans mon top, mais je vais en parler beaucoup plus en détail dans cette vidéo dédiée. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre, et moi je vous dis à la prochaine.